Alors c'était beaucoup plus confortable pour vous hier soir, si je puis dire, puisque vous étiez sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay pour accueillir, enfin à la descente en tout cas, les journalistes qui revenaient du Tchad à la descente de l'avion de la présidence de la République. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans la conférence de presse, cette affaire de l'Arche de Zoé. On y reviendra peut-être à la fin en évoquant quelques faits d'actualité. J'aurais presque pu vous accueillir en vous disant Memona Afeji. Ça vous aurait choqué que je vous Ah, pas du appelle ainsi tout, parce que Afeji, c'est le nom de mon père, c'est le nom avec lequel j'ai commencé lorsque je suis arrivée en métropole, comme on dit chez nous, en 1976. Et c'est le nom que j'ai remis là ces jours-ci après Interman, parce que Interman, au fond, c'est le nom de mes enfants, le nom de leur père. Vous l'avez remis où? Et je l'ai remis, non, sur l'écran, sur le synthé, comme on dit. Oui, je l'ai remis. C'est le nom de mon origine. Et il se trouve que moi, je n'ai pas honte de mon origine. Je suis une fille d'immigrés. Mon père était un Indien et il a gardé sa nationalité jusqu'au bout. Je crois qu'il était très, très fier qu'on soit français, nous. Très, très fier, mais il n'a jamais rien demandé à la France. Jamais. Jamais le moindre centime. Et Dieu sait s'il a coulé très bas. Hein. Mais il avait sa fierté. C'était un monsieur qui était éduqué au départ, mais qui n'a cessé de dégringoler. Votre père était indien. Mon père était indien, il était confession venu musulmane, faire, et votre mère bretonne, oui. De confession catholique. Ah oui, alors ça vous met déjà le panorama. Ouais, c'est pas facile. Oui, mais c'est pas facile. C'est pour ça que lorsqu'on parle, lorsque quelqu'un qui ne connaît pas le sujet parle de cela de façon théorique, il a tendance soit à enjoliver les choses, soit à donner des leçons, soit à dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, soit à plaindre. Et la réalité n'est pas exactement à ce niveau-là du compas. Je pense qu'à plusieurs reprises, mon père nous a bien montré qu'il utilisait la religion comme tenue de camouflage pour montrer aux gens de sa communauté, à La Réunion, qu'il était encore un homme digne. Par exemple, quand il a voulu que ma sœur, Aïcha, Ben, épouse de force son cousin Germain. Puis ça n'a pas suffi parce que mon père a recommencé avec moi. J'avais 15 ans, j'étais en classe de 3e, et le cousin Yacoub, homme éduqué venant du Canada, ce qui est impardonnable, parce qu'il connaissait le système de démocratie, ça ne l'a pas empêché de venir à La Réunion récupérer sa proie, moi. Et je l'ai tellement insulté que ça l'a dégoûté à jamais. Donc, ça c'est... Mais la religion a été un facteur, en effet, de cristallisation de beaucoup de tensions. Ça n'a pas arrangé la situation. Peut-être qu'au départ, ce n'était pas le problème le plus grave, mais c'est devenu un facteur de tension et de ligne de démarcation entre mes parents, parce que si mon père n'a jamais épousé ma mère, et pourtant ils ont eu 11 enfants ensemble, c'est parce que, quand même, il y avait d'un côté la famille créole blanche. Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais chez nous, ça ne choque pas La Réunion. J'ouvre une parenthèse pour dire que chez nous, et j'y vais souvent, je suis allée 2 fois cette année, et notamment au mois de mars, où ils m'ont fait citoyenne d'honneur de ma commune, ce qui est quand même extraordinaire, et ce qui montre qu'ils ont un certain sens de l'humour chez moi, parce que pour une voleuse de poulet, me faire citoyenne d'honneur, c'est pas mal. Mais chez nous, il n'y a pas de problème comme ici, par exemple, où on a peur de dire « mais vous êtes d'où ?» Parce qu'on a peur que vous dites « mais quoi, mais je suis français ?» Eh bien non, chez nous on dit « et toi la chinoise, et toi l'indienne, et toi la bâtarde arabe ?» Moi je suis une bâtarde arabe. C'est-à-dire, en fait, je suis métisse. Mon père étant indien, donc musulman, ça veut dire arabe, en créole. Musulman, arabe, donc on fait un pont, hein, du point de vue de la linguistique. Mais chez nous, ça ne pose pas de problème. Je vous mets en garde, parce que vous allez peut-être croire que je fais exprès, je veux vous choquer, je ne veux pas du tout de provocation, je ne veux pas vous choquer, mais je veux que vous sachiez comment on raisonne chez nous, à 10 000 km, qui est aussi chez vous, bien évidemment. Alors, je précise cela parce que dans la famille de créoles blancs de ma mère, l'idée qu'elle puisse vivre avec un Indien musulman, donc pas tout à fait blanc, comme les deux Kervegen de ma famille, ça, c'était impossible. Donc, le grand-père Jules Séry, qui avait fait la guerre de 14, qui était venu de La Réunion pour se battre dans la Marne, et du côté de Verdun, ensuite, le grand-père n'a pas accepté. Mais je pense aussi que du côté indien, il n'y avait pas de volonté de se mélanger de ce côté-là. Donc les enfants ont porté le nom de mon père, nous avons porté le nom de mon père, mais mes parents ne se sont pas mariés. Il y avait, des deux côtés, il y avait l'idée que chacun garde ses liens.
et son origine. Vers la fin du livre, vous dites à un moment, l'honnêteté m'oblige pourtant à me distancer des Français sur un point, 3 points de suspension cardinal. Bien sûr, j'appartiens à la nation française, mais mon pays, au sens géographique, je dirais même au sens physique du terme, ce n'est pas l'Hexagone, c'est la Réunion. C'est là-bas que mon âme s'est formée, je suis de là-bas, c'est la réalité, je suis une créole. Après 30 ans d'immersion dans le grand bain métropolitain, ce constat me rend l'existence plus facile. Depuis que j'ai accepté ma double réalité, une double appartenance, comme 2 jambes pour tenir en équilibre, ma vie a changé. Ça vous a rendu effectivement l'existence plus facile, mais est-ce que ça a été difficile à accepter, ce constat? Il était difficile à faire pour vous? J'ai trop cru, jusqu'à récemment, à La Réunion, on ne faisait pas assez ce distinguo. J'ai trop cru que nous étions... Moi, j'ai dit que nos ancêtres étaient des Gaulois. Quand j'allais à l'école et je rentrais, et je disais à ma mère, les ancêtres des Gaulois, ils s'en fichaient parce que c'était pas le problème du jour, il fallait trouver à manger, donc les Gaulois ou pas les Gaulois, c'était pas son problème. Mais moi, en tant qu'enfant, ça m'avait un peu gênée parce que je ne comprenais pas. Mon père était indien et on me disait Gaulois. Donc, en grandissant, j'ai fini par comprendre que ce modèle républicain de l'assimilation à tout prix n'était pas forcément la bonne méthode, et qu'il valait mieux que des enfants d'immigrés comme nous comprennent bien qu'ils avaient des origines d'ailleurs. Ça, c'est une chose du point de vue émotionnel. Maintenant, du point de vue de la réalité géographique de chaque jour, je n'ai absolument aucun doute dans mon esprit. Je suis française à 100%. Mais vraiment à 100%. Et il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Simplement, je suis beaucoup plus à l'aise en me disant qu'une partie de moi vient de l'Inde. Parfois, dans ma peau, je vois qu'il y a des taches un peu plus brunes. Je me dis, tiens, le métissage n'a pas du bien, le mélange ne s'est pas bien fait. Mais lorsque je suis allée en Inde, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut quand même que je le dise pour vous tous et que vous sachiez sur quelle longueur d'onde je me trouve. Lorsque je suis allée en Inde, lors de 2 voyages officiels de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac, et que j'ai entendu l'hymne national indien, ça m'a bien sûr ému, plus que dans un autre pays, parce que je me disais quand même, cette terre-là, c'est aussi quelque chose de moi, de mon patrimoine, de mon logiciel. Mais le logiciel s'est bien cadré et remis en face du point lorsque j'ai entendu la Marseillaise. Et peut-être que vous, ça ne vous fait rien d'entendre la Marseillaise. Mais je vous assure que pour un créole de La Réunion, enfant d'immigrés comme nous, et on ne fait pas de cinéma, la Marseillaise, c'est un sacré truc. C'est pour ça que, lorsque j'étais à Peshawar, je passe du coq à l'âne, mais ça a un sens dans mon esprit. Lorsque j'étais à Peshawar, au moment des bombardements américains sur l'Afghanistan, Peshawar, c'est la ville pakistanaise à la frontière de l'Afghanistan, et qu'on attendait pour y entrer, finalement on a dû rentrer par Paris pour revenir, et que j'ai entendu en octobre 2001 que la Marseillaise avait été sifflée au Stade de France. Ouais. Au Stade de France. Je me souviens très bien. J'étais dans ce qu'on appelle un rickshaw, c'est-à-dire ces petits véhicules avec une roue devant, 2 derrière, avec ma cassette jaune à la main, et j'allais la diffuser au bureau de l'Eurovision pour le 19-20. Mais quand j'ai entendu ça, ça m'a mise dans un tel état de rage que vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ça, ça a fait des petits paquets de rage qui se sont accumulés dans ma tête. Et tout ça a abouti à une grande décision un soir. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, écoute, je vais écrire un livre pour dire un certain nombre de choses. Et c'était au moment où les banlieues ont explosé. Parce que j'en avais assez, je vais peut-être un peu vite en besogne, j'en avais assez d'entendre un certain nombre de choses, et je voulais qu'on dise, que je dise, moi, ma version. Ouais. Moi, la fille d'immigrés, qui surtout a profité de vous quand j'étais à La Réunion. Qui a payé l'école? C'est pas venu de l'espace. Et sans l'école, je n'aurais jamais été là. Ma mère ne sait pas lire. Mes frères ne savent pas lire. J'ai une sœur qui sait à peu près lire, elle est aide-soignante. Mais qui a payé l'école? Et l'hôpital? Il y avait des indépendantistes à La Réunion qui voulaient nous séparer de la France. Tout ça, ça fait un humus que vous ne pouvez peut-être pas bien comprendre, ça vous paraît lointain, exotique. Mais moi, dans mon histoire de française, ça compte pour moi. Donc au moment où les banlieues se sont mises à entrer en éruption, je me suis dit, mais j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes parler de ces questions-là, alors qu'ils ne les connaissent même pas de l'intérieur, et qui me donnent des leçons sur la religion, sur ceci, sur cela. Plus mon expérience de journaliste.
Parce que lorsque vous voyez un reportage de 3 minutes à la télé, il faut des jours de préparation parfois. Parfois, il faut 10 minutes de tournage. Mais c'est très, très rare. Très rare de tomber sur un truc qu'on filme comme ça et ça fait 3 minutes à l'arrivée. Mais il y a tout le reste, tout ce qui est resté dans ma tête, tout ce que j'ai vu. Et j'avais envie de porter témoignage. Tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire sur ce que la France vous a donné, est-ce que c'est pas ce qui vous a choqué dans les événements de 2005 dans les banlieues? Vous vous êtes dit finalement, est-ce que c'est pas quelque part les Français qu'on attaque, on leur dit finalement c'est bien fait pour vous, vous n'êtes pas occupé des enfants des immigrés? Écoutez, honnêtement, j'ai vu, je n'ai pas tourné sur les banlieues parce que c'est pas mon domaine. C'était pas mon domaine, ça. Je m'occupe des questions internationales ou lorsque le président de la République voyage, donc là je m'occupe des questions franco-françaises. Ou lorsqu'il y a un responsable étranger qui vient à Paris, donc là, je tourne. Mais disons que sur les banlieues, c'était pas là. Mais j'ai observé cette affaire-là avec la plus grande attention, parce que ça faisait des années que je m'attendais à ce qu'un jour, il y ait quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y allait y avoir un événement. Depuis 1976, j'ai vu la France changer, et je l'ai vue de façon beaucoup plus abrupte que vous, parce que vous avez grandi avec. Moi, quand je suis arrivée, j'avais 24 ans, donc j'ai découvert un pays, et c'est resté imprimé dans ma mémoire. Et entre ce pays-là et aujourd'hui, mais ça fait une différence invraisemblable. Je ne prends que le métro et le RER pour aller travailler. Je suis aussi à pied. Donc je vois le pays changer. Je discute avec les gens. Et je me suis dit, mais il faut quand même faire le point. Que des gens comme moi puissent à un moment donné dire, oh, j'ai aussi quelque chose à dire. Ce que j'ai à dire ne concorde pas avec le robinet d'images qui tourne tout le temps, où l'essentiel, ce qu'on appelle en reportage un angle, l'angle est toujours le même, et qui se résume à ceci, c'est que finalement les Français ne sont pas des gens de grande classe, parce qu'ils ont mal géré les questions d'immigration, d'intégration. Alors, que les hommes politiques de droite et de gauche n'aient pas vu la mesure du problème, ça, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais que les gens comme vous, on vous dise à longueur de journée que vous êtes des salauds, je dis le mot, hein. Pour vous, c'est ce qui ressortait de ces événements-là. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut quand même peut-être se lever et leur dire merci quand même pour ce que vous avez fait. Merci. Et je crois que vous avez besoin d'entendre ça. Vous avez besoin qu'on vienne vous dire, écoutez, et moi je suis une fille d'immigrés, hein, je le répète, hein. Et dans ma famille, il y a des blancs, des noirs, des marrons. Personne ne viendra me dire que je suis raciste. Personne n'osera. Personne n'osera. Mais il faut peut-être avoir le courage de se lever en disant, c'est pas mal ce que vous avez fait. C'est pas si mal. Parce que lorsque je regarde, d'abord si je regarde l'île Maurice, qui elle est devenue indépendante, ça aurait été le sort de la Réunion si on avait écouté le Parti communiste. On aurait été très mal. Quand je regarde la Grande-Bretagne, est-ce qu'elle a mieux géré que la France? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Si on veut avancer, et il faut avancer, parce que le problème est là. Le problème est vraiment là. Et là, il faudra trouver des solutions. Mais là, il y a des hommes politiques, et c'est nous tous. Il ne faut pas non plus dire il y a les hommes politiques, il y a les enseignants, les journalistes, les policiers. C'est tous ensemble qu'on va essayer de trouver une solution. Des solutions. Avancer pas à pas. Vous dites que les questions d'intégration sont autant d'actualité chez nos voisins, mais les discussions, ils sont plus ouvertes. Pour quelles raisons? Plus facile chez eux. Alors, je regarde très souvent la télévision allemande. Mon mari est allemand. Je parle la langue, faisant des fautes évidemment. Je fais assez souvent un reportage en Allemagne. Pareil pour la Grande-Bretagne et pareil notamment pour la Hollande. Eh bien, je constate qu'en Allemagne, par exemple, on ne se cache pas derrière un langage codé. Vous avez remarqué qu'en France, malheur à celui qui dirait origine africaine, origine arabe. Est-ce que vous entendez ça à la télé, à la radio? Non. Ça fait xénophobe. C'est interdit. Tout de suite. C'est interdit. Pourquoi? Mais moi, je suis fière de mon origine indienne, mais je suis sûre qu'un tel ou un tel est fier également de son origine. Pourquoi est-ce que c'est devenu interdit? Pourquoi est-ce qu'on dit banlieue sensible? C'est quoi ce jeu de code? Eh bien, ça, si vous regardez, si vous lisez la presse allemande, qui est quand même une presse de référence, je suis désolé, hein,
qui a été bâti après la guerre par les Britanniques et les Américains, et je trouve que du point de vue de la qualité, de toute façon tout le monde le sait, une presse de référence, mais il ne s'encombre pas de choses comme ça. Il parle ouvertement, et j'ai rendu visible dans ce livre quelques fragments de la presse allemande, mais ici, mais ils iraient en tôle, mais ça serait un procès aussitôt. Si bien que cette manière d'avoir bridé le langage et la pensée, ça a fait que les gens, n'ayant pas d'exutoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? On sait très bien ce qu'ils ont fait dans l'isoloir. Ils se sont vengés dans les isoloirs. C'est beaucoup plus grave pour la démocratie, je trouve. Il vaut mieux en parler. Et si aujourd'hui, dès que quelque chose se passe dans un supermarché, dans la rue, dans le train, dès que vous êtes face à quelqu'un qui visiblement n'est pas né au bord de la Seine ou au Mans, si vous dites quelque chose, on dit « t'es raciste ». Mais c'est effrayant, mais c'est effrayant. Mais c'est effrayant, ça, de ne plus pouvoir se parler sans s'entendre dire qu'on est raciste parce que l'un se différencie à l'autre par rapport à sa couleur de peau. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Vous êtes dur parce que vous dites même ce qu'il manque finalement en France, l'envie de vivre ensemble. Oui, ouais. Je précise une chose parce que vraiment vous m'époustouflez parce que vous êtes venus tellement nombreux, et même si on était à 10 ou à 3, ça aurait été pareil, mais vous êtes plus de 1000, donc je vous dois peut-être encore plus de précision. Ça m'est arrivé dans ma vie de voter à droite, et ça m'est arrivé de voter à gauche. Quand? Je ne suis mandatée, à peu près comme vous tous, parce que j'ai voté avec les gagnants à chaque fois. Oh, j'ai des illusions comme tout le monde, on a tous des illusions parfois. Puis c'est la démocratie, puis surtout, il faut voter. Mais je ne suis mandatée par aucun parti politique, je vous précise. Je n'ai aucune ambition politique, vraiment aucune, parce que ça doit être un métier, là aussi, hein, je ne vous envie pas, parce que ça doit être aussi très dur, donc je n'ai aucune ambition là-dessus. Je n'avais qu'une envie, c'était de témoigner et de ne pas me taire. On ne peut pas se taire tout le temps. Et les gens comme moi, si on se levait plus souvent pour dire aux autres, à ceux qui, justement, sont les auteurs de récrimination et du dénigrement permanent, ben non, la France, c'est peut-être pas le pays que vous décrivez. Si on était plus nombreux à le faire, ça aiderait le contact. Vous dites qu'il manque un lien collectif chez nous, qui est visible dans d'autres pays, mais qu'en France, qui n'existe pas. Il n'y a pas cette envie de vivre ensemble, vous dites, quoi. Ça saute pas aux yeux, en tout cas. Peut-être qu'il y a l'envie de vivre, en tout cas, on ne le voit pas. Hein. Ouais. On ne le voit pas. Je suis tout à fait prête à balayer devant ma porte, hein, devant la porte des médias, parce qu'on n'a pas été... on n'est pas sans tâche, hein, non plus, hein, parce que c'est bien beau de donner des leçons aux politiques et aux autres. Peut-être que de notre côté aussi, des choses à voir. Hein. Vous parliez de l'Allemagne. Mais ce langage codé... Franchement, heureusement que je ne fais pas les sujets de politique intérieure et les reportages en France, parce que il y aurait un problème là. Est-ce que vous seriez favorable, puisque vous citiez l'Allemagne, est-ce qu'il existe en France, comme chez eux, un office fédéral des statistiques qui nous dit finalement combien il y a de Turcs, combien il y a de Créoles, combien de... Il n'y a pas beaucoup de Créoles en Allemagne. La loi l'interdit en France. Hein. La loi l'interdit. Lorsque j'ai écrit, un peu par vice, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le ministère d'égalité des chances. À l'époque, c'était Azouz Begag. Et donc, j'appelle la personne de la presse et je sens déjà au téléphone que la personne se raidit, ça se sent, c'est physique, quoi, des ondes qui passent. Et je pose les questions qu'il ne faut pas poser. Je dis, je voudrais savoir, et elle a dû se dire, mais elle me prend pour une idiote. Je voudrais savoir quels sont les chiffres concernant... alors, j'ai donné telle catégorie de populations qui viennent d'Algérie, Maroc, Tunisie, etc. Et plus j'y allais avec mes gros sabots, plus la personne devait blêmir au téléphone. Et elle m'a fait comprendre, comme si je savais évidemment, que c'était interdit. Et je lui dis, mais vous savez qu'en Allemagne, il y a un office fédéral des statistiques, et Dieu sait si les Allemands ont été, à juste titre, culpabilisés par ce qui s'est passé dans les années terribles de chez eux, le nazisme. Mais néanmoins, sur certains éléments mathématiques, ils ont des données qui prouvent qu'il y a tant d'Ukrainiens, tant de Polonais. Ils savent, par exemple, qu'il y a plus d'1 million de Polonais chez eux, avec des titres de séjour, hein. Parce que la frontière étant ce qu'elle est autour de l'Oderneis, on passe facilement. Donc, ils ont les chiffres. Je pense, j'ai des raisons de penser, je peux imaginer qu'en France, on dispose aussi des chiffres que les RG, qui sont des gens capables, savent. Mais on ne donne pas les chiffres,
Mais pour quelle raison? Je dois savoir. Vous avez une réponse? Une idée? J'ai une idée. Dites-nous. J'ai une idée, je ne vais pas la donner parce que je ne suis pas sûre de moi et que je travaille en général dans ma profession. J'ai pour habitude d'essayer de me cantonner aux faits. Mais j'aimerais savoir pourquoi. En quoi ça serait utile, selon vous? Ben, ça serait utile. Regardez, quand il y a peut-être des chefs d'entreprise dans la salle ou des gens qui ont une idée quand même du marketing en général. Si vous voulez demain vendre telle ou telle catégorie de fromage ou de savon ou de fleurs, et vous montez une entreprise, il faut savoir la cible. Combien de gens sont censés acheter votre fromage, votre savon ou vos fleurs. Donc vous faites des études de marché. Vous devez savoir il y a quelle catégorie de population, est-ce qu'il faut mettre ce commerce de fleurs à côté, proximité de l'église ou du cimetière. Donc vous faites une étude de marché pour déterminer la cible. Si on veut mettre en place des moyens cohérents, pour l'école par exemple, pour le logement, pour faire en sorte que les gens qui doivent s'intégrer au pays puissent avoir les moyens de s'intégrer par l'éducation en particulier, alors il faudrait savoir combien d'enfants viennent de tel ou tel horizon. Et on le sait dans les classes. Moi je me souviens que j'avais fait un reportage à Creil, 1982, quand je suis arrivée à la rédaction à Paris, après Orléans. Et là, dans la classe, on m'avait dit qu'il y avait 27 nationalités. Donc on sait d'où viennent les gens. On sait combien il y a à peu près. Quand je suis allée à Rieux-la-Pape pour le livre au mois de mai, le maire m'a dit, chez moi, on a plus de 30 nationalités. Donc on le sait. Et c'est utile. Pourquoi est-ce que c'est utile pour déterminer des paramètres économiques? Et ça ne pourrait pas être un instrument d'action lorsqu'il s'agit de choses beaucoup plus importantes et qui concernent le devenir collectif. Ça concerne le devenir collectif. Comment fait-on pour que des enfants qui n'ont aucunement la maîtrise de la langue puissent acquérir au plus vite, comme Marcel ou Jean-Claude, les données et l'apprentissage du verbe être et avoir? Parce que voilà, deux verbes bien compliqués. Hein. Alors pourquoi on ne veut pas nous donner les statistiques? Dites-nous. Il y a une raison politique, puisque ni la gauche ni la droite... Est-ce qu'on a peur? Ben oui. Est-ce qu'on a peur de dire il y a tant de population et tout d'un coup de dire il y a tant de gens qui sont peut-être, potentiellement, d'origine musulmane? Est-ce qu'on a peur? Je peux parler de ça, vous savez pourquoi? J'ai un frère qui est musulman et qui marie une femme d'origine marocaine. Et ils ont 2 enfants, Nora et Samia, ils sont musulmans. Et que dans la famille, ça ne pose pas de problème. Parce qu'autour de la table, avec Marie-Claire Seri qui fait la loi, ma mère, qui ne sait pas lire mais qui sait donner les ordres, face au frère Farouk, qui a une fille dans un couvent près de Marseille, eh bien, croyez-moi, on ne perd pas beaucoup de temps à parler de Allah et de Jésus-Christ. Parce que au-dessus, il y a la République. Et la République, c'est pas du tout cette espèce de cache-misère abstrait qui, de plus en plus, se réduit. On sait qu'il y a la République au-dessus et qu'on est tous français. Et qu'on ne culpabilise pas l'un et l'autre. Mais la mosquée où va Mahmoud n'est pas non plus à la dimension de l'église où va Farouk. Hein. Parce que l'église de Farouk existait là depuis très très longtemps. Vous êtes confiant dans la réaction? Mais la mosquée est à 10 mètres d'une croix jubilée, une énorme croix. Vous êtes confiant ou à peu près sûr de la réaction pourraient avoir les Français si on connaissait ces chiffres? Vous ne pensez pas que la réaction ne serait pas forcément... Est-ce qu'avoir peur, ça peut nous aider à avancer? Parce que, d'une façon ou d'une autre, tout le monde, ce que je suis en train de vous dire, je le dis sans précaution, sauf évidemment avec un minimum de critères moraux, ça va de soi, mais sans précaution particulière parce que j'en ai assez d'être dans un discours où on est obligé de marcher sur des œufs et de ne pas dire clairement où on en est. Les seules bornes, c'est le respect, l'examen moral permanent, l'amour de ce pays et la volonté d'apporter ma contribution en tant que témoin. C'est tout ce que je voudrais. Maintenant, il faut que chacun soit prêt à prendre ses responsabilités aussi. Parce que ignorer les problèmes, c'est s'attendre à ce que demain, ce soir, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, qu'il y ait de vrais problèmes à régler dans ce qu'on appelle les banlieues. Mais encore une fois, les banlieues, ce n'est pas une galaxie lointaine.
Il y a eu 200 villes touchées en 2005. 200 villes. Et combien de voitures avaient brûlé avant novembre 2005? Et brûlent encore aujourd'hui. Combien de voitures avaient brûlé avant novembre 2005? 38 000 voitures. Ils ne viennent pas brûler à Neuilly, chez notre président de la République. Chez vous? Chez moi, du côté des riches. Ils vont de l'autre côté, chez les pauvres. C'est lamentable. C'est lamentable. Quand je vous... Donc, oui, allez-y. Comme rien n'est réglé, les accès de fureur et le désespoir et le désarroi, parce que le gars qui a fait ses études, dont le père est maçon chez Bouygues, et la maman, femme de ménage, Mustapha, qui a pris contact avec moi, avec qui je ferai quelque chose le 18 décembre. Mustapha m'a dit, j'ai fait l'ESSEC, grande école de commerce, puis mes CV n'ont pas abouti. Et il travaille dans une assurance à la Défense. Lui aussi, il a ce qu'on appelle les boules. Il a les boules. Mais il me dit, ça ne sert à rien de mettre le feu. Et j'essaie d'expliquer en banlieue, parce qu'il essaie de sillonner et de rendre service. Il fait en sorte que le message passe et qu'on se dise, il faut quand même y aller. Alors cette génération-là ne réussira pas forcément à être tous à l'image de Rachida Dati. Mais elle a un potentiel. Et vous savez, votre seule chance, parce que pour moi c'est facile, je suis de la Réunion, on est tellement mélangés, pour moi c'est pas un problème. Même si vous ne l'aimez pas, il faudra faire l'intégration. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de votre intérêt. Et je ne vous dis pas ça en tant que donneuse de leçons. Si j'ai attendu 50 ans, plus, je triche déjà sur 3 ou 4 ans, avant de faire ce livre. C'est parce que j'ai eu l'occasion, dans les Balkans, de voir des villages totalement paisibles, au début des années 90, 91, jusqu'à 94, où les gens étaient persuadés que la fumée qui était là-bas dans le village croate n'arriverait pas dans le village bosniaque. Ce n'est pas la fumée qui est arrivée, c'est le feu et la guerre. Parce que de proche en proche, ça vient. Regardez le Moyen-Orient. Tant qu'il n'y aura pas la paix chez l'un, l'autre ne vivra pas tranquillement. Eh bien, c'est pareil pour ici. C'est pareil. C'est une question de génération. Et on a des enfants. Moi, j'ai des enfants. J'aimerais bien qu'ils puissent vivre dans un pays apaisé et pas un pays où il y a des murs et des ghettos. Un pays de murs et des ghettos, c'est un pays tellement malheureux. Vraiment, c'est pas la France. C'est pas la France, quoi. C'est pas ce pays. Quand je vous écoute, je me dis, parce que quand on lit l'anecdote que vous racontez sur cette fameuse année 2000 où vous allez à la mairie de Neuilly-sur-Seine, vous allez renouveler vos papiers d'identité, et on vous dit, prouvez-moi votre nationalité française, vous avez dû prendre une sacrée claque quand même. Oui, oui. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'être remise en cause vous-même et de vous dire, finalement, je ne serai jamais comme les gens d'ici? J'ai pensé ça ce jour-là. Mais je ne suis pas comme les gens d'ici. Je ne suis pas comme vous. Moi, les odeurs, pour moi, je vais être tout à fait honnête. J'adore la cuisine de France, métropolitaine, mais ma cuisine de référence, c'est quoi? C'est ce que je fais de temps en temps lorsque j'ai du temps. Je prends un pilon, je suis accroupi, et je pile du gingembre, de l'ail, du piment. Je fais ma tambouille. Mais en même temps, lorsque je suis dehors, la loi qui s'applique, c'est la loi de la République. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas vous imiter. Je vous admire. Mais je ne veux pas forcément imiter votre recette de blanquette de veau. Ça ne m'empêche pas d'être heureuse chez vous, ici, et de me sentir bien. Mais encore une fois, ces choses-là n'ont rien à voir avec une espèce d'assimilation. On n'est pas obligé d'être tous pareils. Au fond, entre les Bretons, les gens d'ici et les Landais, ils ne sont pas pareils, les gens. Et pourtant, ils ont le sentiment d'appartenir au même espace culturel, géographique, historique, identitaire. Alors, les Mohamed, les Mamadou et les autres, s'ils ont le sentiment que demain matin, ils ont une part du gâteau, comme à La Réunion, mon beau-frère Malabar, un vrai Malabar, il est grand comme un pied de papaye, il est très noir. Il n'y a pas longtemps, il m'a dit, il a une toute petite échoppe, et il m'a dit en créole, je vais vous le traduire, il m'a dit, heureusement qu'il y a la France. Mais lorsque je suis partie de La Réunion, au milieu des années 70, on ne savait pas très bien si les choses allaient évoluer dans le bon sens
ou si on allait devenir un petit Cuba de l'océan Indien. Pourquoi? Et c'est le lien avec ce que vous me posez. Parce que les gens n'avaient pas le sentiment d'appartenir au même ensemble, d'avoir les mêmes chances, d'avoir accès au même gâteau. À partir du moment où tout le monde vit un peu mieux et on a le sentiment que les gosses vont à l'école, qu'ils vont avoir un devenir, etc., ça donne le sentiment d'appartenance collective. Et ce sentiment-là n'existera pas si ce minimum de chance de vivre en commun n'est pas fortifié par des bases économiques. Vous parliez de donner accès, que tout le monde ait sa part du gâteau. On va parler de la discrimination positive, parce que vous en parlez dans le livre. Aujourd'hui, on a un présentateur noir à la télévision. Et il peut être jaune ou vert, c'est pas le problème. Ça. Complètement. Et en fait, je dis ça pour revenir à ce que vous dites à la page 18 du livre, où vous avez reçu un jour, en arrivant à France 3 Orléans, vous étiez là depuis quelques mois, et vous recevez le courrier d'un téléspectateur. Alors, je pense qu'Harry Roselmack a dû peut-être recevoir ce genre de courrier. Et le téléspectateur vous dit, mais de quelle nationalité êtes-vous? Mais Mona Fégis, ce n'est pas français, votre accent est gênant. Ce que vous faites, d'autres chez nous sont mieux à même de le faire. Oui, mais vous savez, je n'ai pas pris tous les gens d'Orléans ou de la région centre pour des racistes, moi. Bien sûr, bien sûr. Je me suis dit, mais c'est qui cet idiot? Enfin, ça commençait mal pour vous quand même, l'arrivée en France. Bon, ça m'a étonné. Ça m'a étonné que quelqu'un... Je pensais que les Français étaient beaucoup plus cultivés, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Mais ça m'a étonné que quelqu'un d'Orléans m'envoie une lettre et parce que j'ai ce nom-là, mette en doute ma nationalité. Au fond, je n'ai pris la mesure de cela que le jour où je suis allée renouveler ma carte d'identité à Neuilly, commune de M. Sarkozy, madame. À Neuilly, en 2000, je vais renouveler ma carte d'identité pour avoir la carte plastifiée. J'avais la carte carton. Et la dame blonde, que je connais, me dit « Je ne pourrais pas renouveler vos papiers. » Je dis « Mais pourquoi ? Mais je suis française, mais regardez, mais c'est dans le 15e arrondissement, c'est la mairie du 15e comme il y a ma carte. Non, il faut prouver que vous êtes française. » Là, j'étais furieuse. Là, j'étais vraiment furieuse. Et il a fallu que je demande à la Réunion, à ma famille, de m'envoyer une copie conforme d'acte de naissance et que j'aille voir un juge à Courbevoie, donc de l'autre côté du pont. Je me souviens, il y avait la grève ce jour-là, de bus. Et lorsque j'ai vu le juge, il m'a gentiment ouvert la porte et j'ai de la chance, il m'a reconnue. Donc c'était facile. Et il m'a dit, mais pas de problème, je vais prendre une ordonnance spécifiant que vous êtes française. Et il me dit, oh là, mais vous n'êtes pas la seule. Mais moi, ça m'a rendue verte, parce que je me suis dit, voilà, mon grand-père a fait la guerre de 14, ma mère est française, un parent suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette exigence qui est tellement humiliante? Franchement, vous arrivez, vous êtes déjà dépassé le mur du son des points de vue de l'âge, et on vous dit, mais prouvez que vous êtes français, mais tout d'un coup, on se dit, mais il marche sur la tête ici. Alors ça ne doit pas se faire. Et figurez-vous que, d'ailleurs, ici à la foire du livre au Mans, quelqu'un m'a dit, mais vous savez, ça m'est déjà arrivé. Donc ça arrive, mais il ne faut pas non plus culpabiliser tout le pays parce que c'est pas juste. Et puis de toute façon, faire un jugement général, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais s'il vous plaît, l'administration, si vous pouvez éviter ça, ça serait bien. Parce que ça fait vraiment mal. Alors là, ce jour-là, vraiment, je me souviens, en passant sur le pont, entre Puteaux et Neuilly, et à la Seine, je me suis dit, mais mince, mais si j'avais ma décoration, j'avais déjà l'Ordre national du mérite et j'ai eu la Légion d'honneur l'année d'après. Je l'aurais mise à la Seine. Après, je me suis dit, c'est bête, ça veut rien dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait très mal. Ça, et je comprends que quelqu'un qui a la peau plus foncée que nous, mes nièces, mes neveux, j'ai très peur que quelqu'un leur dise un jour, est-ce que tu es français? J'ai très peur. Je les ai prévenus, je les ai mis en garde, je leur ai dit de ne pas s'en faire, que ça arrive. Parce qu'on peut croire peut-être qu'elles viennent de Maurice, de l'Inde, donc de se préparer. Et de ne pas voir mal. Peut-être que la personne est bête. Peut-être que la personne ne réfléchit pas. S'il y a de vrais cas de racisme, là, il y a les lois de la République. Il y a quand même beaucoup de lois dans ce pays. Mais il faut être à l'aise aussi avec soi. Et alors, si quelqu'un dit ça, bien sûr que ça fait mal. Mais il ne faut pas non plus... Moi, c'est ma technique. Ça m'a aidé dans ma vie. Ça m'a plutôt aidé, ça m'a plutôt réussi d'ailleurs. Moi, au début, quand j'étais arrivée à Paris, il était pied noir en plus. Et il m'appelait l'indigène. Mais je me disais, pourquoi il m'appelle l'indigène?
Ça remonte déjà, oui, ça remonte à 25 ans. Et d'abord, ce mot indigène, je trouve que c'est un joli mot. Excusez-moi, mais du point de vue phonétique, c'est un beau mot. Et à ma connaissance, indigène, ça veut dire être de quelque part. Enfin, on est de quelque part. Je n'ai pas la citation exacte du Robert, mais être indigène, ça veut bien dire faire partie d'un terreau. Je n'ai pas vu à mal. Mais ne blessons pas les autres, si on peut. Ça serait moche. Vraiment, le matin, quand je prends le métro pour aller à France 3, je prends la ligne 13, et je vois tous ces gens qui sont d'origine immigrée, je n'ai pas peur du mot, hein. Beaucoup doivent être français parmi ceux-là, et qui sont tellement, tellement épuisés par le travail de la nuit. Moi, je n'aurais pas le cœur de leur dire des... Et là encore, qu'on ne vienne pas me dire le misérabilisme. Non, ça, c'est une simple question humaine. Blessé, non, ça ne sert à rien du tout. Ça n'aide pas à donner la main. Vous parliez de vos neveux et nièces qui sont eux, de couleur noire. J'ai des noirs, j'ai des très blanches aussi. Ouais. Christine est très blanche avec les cheveux de ma mère et les yeux bleus de ma mère. Et Annabelle est très très noire avec un gros nez. Et elle est très intelligente, elle fait des études, elle est très française. Et pour elle, l'idée qu'on lui dise qu'elle n'est pas française, mais elle serait malade. Alors, qu'est-ce que eux pensent de cette notion de discrimination positive qui pourrait leur faire sous-entendre que s'ils ont un emploi, c'est grâce à la couleur de leur peau? Est-ce que c'est pas finalement au départ une fausse bonne idée? C'est une fausse bonne idée, et nous qui sommes mélangés à la Réunion avec toutes les couleurs dans les familles, on ne peut pas admettre l'idée que sur des cas individuels, je vais essayer d'être à peu près claire, j'espère, et cohérente. On ne peut pas, à partir de cas individuels, distribuer des récompenses, des promotions, des embauches, parce que les autres en face vont dire mais pourquoi pas moi? Et c'est là le premier pas pour créer de vraies divisions. Ouais, de rétention. Si vous faites ça à La Réunion, ça n'aurait pas de sens, parce que d'abord ça n'aurait pas de sens. Je précise que lorsque on va chez un médecin à La Réunion, on regarde l'annuaire. Ben, si vous regardez l'annuaire, vous verrez par les origines des gens qui sont des Hassoun, Hanoun, etc., ou des noms qui se terminent par Youn ou Yan, que ce sont des Indiens ou des Chinois. Mais pas une seconde, on se dirait, ah, Chinois, Indiens, discrimination positive, ils ont eu où leur diplôme? À Montpellier ou dans une boîte de Bonux? Ou est-ce que c'est le père Sarko qui leur a donné ça? Je ne vais pas chez eux, je vais aller chez le docteur Intel, Fontaine, Rivière, qui lui... Il est blanc, donc il n'y a pas eu de discrimination positive. Mais ça serait, chez nous, ça serait une révolution. On n'accepterait pas ça. Et lorsqu'on monte dans la cabine de Air Austral, qui est la compagnie régionale qui fait l'Afrique du Sud, jusqu'à très loin d'ailleurs, jusqu'à l'Australie maintenant, parce que nous sommes à mi-chemin entre, pour vous situer un peu si vous ne savez pas, nous sommes à mi-chemin entre l'Europe et l'Australie. Lorsque je vois des pilotes dans l'avion, devine des pilotes, je ne me dis pas, est-ce qu'il a vraiment... diplôme aéronautique, je sais qu'il a ses capacités aéronautiques. Ça veut dire que ça serait dramatique chez nous. Maintenant que Mustapha, qui m'a téléphoné, ait la reconnaissance de son diplôme et qu'on l'embauche avec les mêmes précautions que Marcel ou Jean-Claude, ça aidera à la paix civile. Mais il faut aussi que Mohamed sache que Jean-Claude aussi pose parfois sa candidature 10 fois et 15 fois, et que pour lui aussi, c'est dur. Quand ma fille, Élodie, a cherché du boulot après son diplôme, elle est restée 1 an sans travail, et elle en a été à des entretiens d'embauche. Mais c'est une très jolie fille. Elle ne s'est pas dit, on est raciste avec moi. Je comprends que la tentation soit de se dire, c'est parce que j'ai telle gueule ou telle gueule qu'on ne me recrute pas. Là aussi, c'est à nous, enfants d'immigrés, d'essayer de nous raisonner. Et surtout qu'il n'y ait pas de prétexte, il ne faut pas donner de prétexte à ça. Donc il ne faut pas, si c'est possible, nourrir les suspicions, les accusations, et être le plus républicain possible. Le plus républicain possible. S'il y a des cas où on s'est rendu compte que la loi a été contournée, qu'on n'a pas embauché un tel, à cause de sa couleur de peau et à cause de son origine, là, il ne faut pas que ça passe. Parce que ce n'est pas dans votre intérêt. Ce n'est pas sur le long terme. Ça n'aidera pas à la paix. Parce que la paix se bâtit sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, si la personne qui est là se dit, voilà, je suis français, française, j'ai les diplômes, j'ai une envie folle de travailler, et on ne me recrute pas simplement parce qu'on pense que je ne suis pas à la hauteur. C'est sûr que là,
je serais de son côté. Hein. Et en plus, cette politique ne fait pas forcément ses preuves, puisque vous avez vu aux États-Unis, dans les années 60, ils ont créé ce qu'on a appelé l'affirmative action. Mais ils reviennent là-dessus, les Américains. Puisque des États ont supprimé cette loi aujourd'hui, d'autres vont sans doute le faire. Ça va être au cœur des discussions des élections, d'ailleurs. Le président Johnson, c'était en 1964, a dit il faut trouver quelque chose en faveur des Noirs, 11% à peu près de la population, Mexicains. Et des Hispaniques. Mais il faut savoir qu'il y avait une telle discrimination, surtout dans les États du Sud, que les Noirs ne pouvaient pas aller dans les mêmes églises que les Blancs. Début années 60. Début années 60. Pas les mêmes bus. Pas les mêmes écoles. Est-ce qu'en France, on a fait ça? Est-ce que la France a fait ça? Alors, je sais très bien qu'en Algérie, il y a eu des situations un peu problématiques, mais qu'il y ait eu un apartheid, moi, je veux bien qu'on en parle alors. Est-ce qu'il y a eu de l'apartheid en France? Est-ce qu'on a empêché quelqu'un en France d'aller à l'école parce qu'il est noir? Il y a eu quelques cas, hélas, dramatiques. Exemple, l'ancien président malgache, Didier Ratsirac, ce n'est pas lui qui m'a raconté directement, il me l'a confirmé. Lorsqu'il s'est présenté à l'école navale à Brest, apparemment, il devait être major à la sortie. D'après Roland Dumas, il a été classé en 2e parce qu'il n'était pas blanc. Il y a des tâches comme ça. Mais la France n'a pas institué la discrimination, la vraie, comme politique. C'est pas vrai. C'est injuste de vous envoyer ça dans la figure. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Et pour en revenir aux États-Unis, effectivement, ça n'a pas fait ses preuves, et sans doute que non, parce qu'aux États-Unis, ils reviennent, et d'ailleurs, aux élections de 2008, de novembre 2008, lorsqu'il y a les élections présidentielles, il y a aussi toutes sortes de thèmes qui sont soumis à élection, à scrutin. Et il y a dans 7 États, 7 ou 8, ouais. 7 États américains, dont l'Illinois, où il y a beaucoup de Noirs d'ailleurs, une proposition pour supprimer la discrimination dite positive. Mais encore aux États-Unis, ça pouvait se justifier dans le contexte des années 60. C'était avant la mort de Martin Luther King, c'était avant l'assassinat des Kennedy, du frère Robert Kennedy. Donc c'était des contextes où on se disait comment faire. C'est pas la peine de prendre des vieux trucs, oui, je dis bien des trucs qui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, je remarque que le président de la République ne parle plus de ça. Juste un mot avant de revenir sur les conditions de vie dans votre jeunesse. Je voudrais qu'on dise juste un mot sur la religion. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Vous évoquez en même temps votre métier dans ce passage. Vous dites de quelle religion êtes-vous le plus difficile, le plus dangereux? C'est lorsqu'il faut y donner une réponse urgente d'un mot sans explication, puisque vous expliquez que c'est une des questions qu'on vous pose le plus lorsque vous êtes en reportage. Quand autour des hommes en colère en font un visa pour la vie, l'interlocuteur vous dévisage avec la certitude de votre lâcheté de garce mécréante. Tout son visage se remplit d'une certitude, vous avez peur. Le regard sur vous font monter la tension comme s'il s'agissait d'une course décisive. Peut-être allez-vous dire que bien sûr, vous aussi, un jour ou l'autre, vous choisirez Allah. Est-ce que vous avez tenté à certains moments de nier votre appartenance à la religion catholique? Jamais. Pas par vertu. Je voulais être tranquille par rapport à moi-même. Pourquoi mentir? Je dis, je connais l'islam, mon père était musulman, j'ai appris les sourates du Coran en arabe, je ne parlais que le créole, c'est vous dire que j'ai tout oublié, que je ne comprenais rien, et que je respecte les musulmans qui me respectent en tant que chrétienne. J'ai choisi, moi, d'être chrétienne. J'ai choisi. Je n'ai pas à en être fière. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Mais en tout cas, c'est l'identité que je me suis choisie par rapport à ma mère. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un me fasse des leçons, que quelqu'un me dise, et on l'a répété tant de fois, très souvent au Pakistan, parce que ce pays est très, très particulier. Hein. Ce pays qui est dans l'actualité en ce moment et depuis déjà longtemps est très particulier. Et quand on me dit, mais pourquoi mon père était musulman, indien, c'est une horreur pour les Pakistanais, évidemment, ils se détestent tellement, mais toujours est-il que musulman, c'est déjà un peu mieux. Et on me dit, mais pourquoi vous ne faites pas comme votre père? Pourquoi vous ne revenez pas comme votre père? Mais ça m'est vraiment arrivé de me mettre en colère. Parce que de quel droit on va me dire de me convertir? Mais de quel droit? Mais de quel droit? C'était même pire une fois, je me souviens, c'était en Jordanie, lors de ce voyage où j'avais vu les images sur les banlieues. J'étais en train de faire une série d'interviews
dans la ville de Zarqa, la ville de Zarqawi, le terroriste qui a semé le chaos en Irak. Et ensuite, on a fait quelques interviews avec les avocats qui préparaient à l'époque le procès de Saddam Hussein. Et j'ai fait une interview d'un avocat de Saddam Hussein, qui était irakien lui-même, qui avait fait ses études à Bagdad, et l'Irak avait une tradition laïque, hein, le parti basse. Et voilà cet avocat, je le revois comme c'était hier, qui regarde sans problème ma main et qui voit que je suis mariée. Et qui me demande de quelle religion je suis. Il a la réponse tout de suite. Et il me dit, pourquoi est-ce que je n'épouse pas un musulman ? Mais si une équipe de télé, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les équipes de télé des pays musulmans, mais si une équipe de télé s'amenait avec une journaliste, même voilée, et que, monsieur, vous, l'élu de la République, si vous lui disiez ça, mais ça serait une révolution. De quel droit ils se permettent ça? Pourquoi est-ce que je vais me taire, moi? Je ne me tais pas. Je ne me tais pas. Il n'y a pas de raison. Je n'en fais pas un plat. Mais, et pourtant, souvent, c'est arrivé dans des endroits où ça n'allait pas de soi, hein, où c'était pas simple, où je n'aurais eu personne pour me défendre. Hein. Mais au fond, ils respectent ça. Parce que je crois qu'ils sont tellement sûrs qu'on va mentir. Donc aller à contre-courant, au fond, c'est peut-être une façon de les désarçonner. Et encore une fois, c'est pas par provocation, mais parce que c'est plus simple de vivre comme ça. Moi, je trouve ça plus simple. Je trouve ça plus conforme à ce que j'ai voulu. Alors, votre destin, c'est vraiment forgé, on le comprend au début du livre, dans votre difficulté à émerger de la pauvreté, car vous avez vécu dans une très grande pauvreté au début, dans vos premières années de votre vie. Vous dites que ça a été un fardeau lourd, qui marque à jamais, mais en même temps un certain avantage sur les autres. Quand on dit pauvreté... c'est voler pour manger. Pauvreté, même moi, quand je rédige quelque chose, je suis obligée de m'y reprendre parce qu'on écrit, on dit en dessous du seuil de pauvreté. Par exemple, je suis en train de préparer une série sur la Russie. Je sais qu'à Saint-Pétersbourg, j'ai reçu des chiffres et c'était écrit 30% des gens en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut rien dire en dessous. Par rapport à quoi? Moi, la pauvreté, c'était carrément la pauvreté totale. Totale. Pourquoi? Mon père avait tout perdu, ma mère ne travaillait pas. Comme c'était une fille de petit créole blanc, elle n'osait pas aller travailler comme bonne dans une école. Chacun a sa fierté. Donc, il restait quoi? Quand les enfants ont grandi, mes frères et sœurs ont commencé à travailler comme servantes dans des champs, projectionnistes d'un cinéma. Et puis, quand il n'y avait aucun autre moyen, et que l'économie de la cueillette ne suffisait pas, et qu'il y avait un poulet qui passait la ligne de démarcation, il ne rentrait pas vivant. Si vous me donnez une ficelle et un carton, et que vous lâchez un poulet, je vais vous l'attraper. Voilà. C'est un avertissement pour les éleveurs de louer, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs de poulets dans la région. Et après, c'est vrai que la commune du Tampon, le maire connaissait ma mère parce que c'était un peu de la même famille. Les enfants de Claire, encore les enfants de Claire à la mairie. Alors ils me donnaient de temps en temps un bon pour acheter 2 kilos de maïs. Les maïs, à La Réunion, les gens mangeaient beaucoup de maïs à l'époque. Et puis un morceau de savon de Marseille, un peu de sucre. Et on vivotait comme ça. Et il y avait beaucoup de gens pauvres, parce que les lois de la République ne s'appliquaient pas encore à La Réunion. Et en plus, comme mes parents n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas droit à ça. Qui, aujourd'hui, dans les banlieues, qui crachent sur la France, vit pauvrement comme ça? Vous comprenez pourquoi j'étais en colère? Parce que la pauvreté telle que je l'ai connue ne m'a pas empêché de remercier ce pays. Ça ne m'a pas empêché. J'ai eu la chance d'aller à l'école et d'avoir ma chance. Voilà, on est quitte comme ça. En reportage, aujourd'hui, vous accrochez, entre guillemets, à ces racines de pauvreté? Pardon? À ces racines de la pauvreté. Vous vous y accrochez aujourd'hui en reportage? Vous dites que vous vous sentez dans votre élément, parfois, lorsque vous êtes dans des milieux très pauvres. J'ai eu la chance, par rapport à ma profession, d'aller chez les plus riches et chez les plus pauvres, forcément. Et les plus pauvres sont soit pauvres parce qu'ils sont pauvres depuis longtemps, soit parce qu'il y a eu la guerre, là ça appauvrit souvent très vite, soit parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles. Mais lorsque j'entre, par exemple, dans une famille qui n'a rien, et il y a plein d'endroits comme ça, hein, là où je vais, hein,
Si je dis à une femme, montrez-moi l'endroit où vous cachez, où vous rangez votre réserve de céréales, souvent les femmes ne veulent pas parce qu'elles ont honte. Elles me disent, mais non, pourquoi je montre? J'explique à l'interprète, ou je lui fais des signes, je lui dis, mais je sais ce que c'est. Je lui donne des explications. Elle me montre, la femme. Pourquoi? Parce que ça permet, pour vous, d'avoir une idée plus visuelle. C'est vide. Donc c'est pas fermé, le placard. C'est vide, vraiment vide. Et je me souviens, chez une institutrice à Bagdad, au moment de l'arrivée des Américains, quand déjà ça commençait à mal tourner, je lui ai expliqué, elle a compris, elle a ouvert le réfrigérateur et le caméraman a eu le réflexe de filmer en séquence. Et elle est allée dans une rage à ouvrir son réfrigérateur et il était totalement vide. Et ça dit quelque chose. Si les gens sentent que vous n'êtes pas là pour les juger, mais vraiment pour témoigner en disant « je sais ce que ça veut dire, je sais à quoi ça correspond », ils acceptent de même dans ces pays-là où les gens souvent sont vraiment pauvres. En partant, je peux vous le dire, c'est pas de l'héroïsme, c'est simplement parce que ça me fait du bien à moi. Et parce que mon mari me dit avant de partir, tu n'oublies pas de le faire. C'est que je glisse un billet dans la main de la maman. Si je glisse un billet de la Parisienne, ce que je ne suis pas, elle dira non. Si auparavant on a fait la conversation et je lui explique d'où je viens, et qu'en partant je lui dis c'est pour les enfants, on se regarde, on s'embrasse. Ça passe. Et ça m'a donné, ça m'a aidé pour mon travail. Peut-être aussi que ce boulot que j'ai fait avec les gens, c'est un peu une manière de dire merci, c'est bien, je m'en suis sortie. Et de continuer à montrer. Comment trouver des explications aux choses? Je ne veux pas vous dire que c'est bien, c'est super ce que je fais, je dis que je suis très heureuse de faire ça. Et j'ai eu beaucoup de chance de le faire. Je me suis présentée un jour à un concours, parce que je me suis présentée à un concours pour être journaliste, ce qui ne se fait plus. Et le concours était corrigé, heureusement, à la Maison de la Radio à Paris, à l'aveugle. Parce que sinon, entre réunionnais de haute caste, ils se seraient peut-être arrangés. Et ils ont récupéré à la sortie une moitié indienne et un indien pur sucre. Donc c'était la révolution ce jour-là. Mais vous voyez, comme quoi la République a fait des choses. Elle sait faire, la République, pour que ça monte, pour qu'il y ait l'égalité des chances. Elle ne part pas de zéro. Vous savez faire ça. Vous l'avez fait outre-mer. Ben, étendez-le. Dites-le, si vous avez des contacts bien placés. Dites-leur qu'ils ne partent pas de zéro. Il y a quelqu'un qui a fait un travail considérable pour nous, que vous avez affublé parfois dans vos caricatures, dans l'entonnoir, dont vous avez une image épouvantable et qui était vraiment un très, très grand monsieur. Et je l'ai connu après avoir eu mon contrat à la télé. Hein. Oui. C'est pas lui qui m'a donné mon boulot. Hein. MD, c'est ça? C'est Michel Debray. Ça, c'est un homme formidable. Ah, vous en parlez dans le livre avec une certaine admiration. Ouais. Ça, c'est un homme propre. Ça, c'est la République. Ça, c'est l'honneur de la France. Ah, c'est sûr que ce n'était pas un homme qui aimait plaire. Ce n'était pas un homme qui était facile d'interviewer. Je l'ai interviewé en le bousculant, mais il a accepté, vu que j'étais la première réunionnaise à être journaliste, etc. Et puis il a dû dire, bon, ça lui fait plaisir. Il y en a d'autres que vous avez bousculés, on va y revenir. Mais c'était... Oui, il faudrait des hommes comme ça, en effet. Mais en tout cas, la République, quand les gens me posent des questions, mais comment on va faire, et l'école, et l'intégration, mais vous l'avez déjà fait. Vous avez un modèle mathématique, mais regardez-le, regardez comment ça marche. Mais il y avait aussi la volonté du côté des Réunionnais. Hein. On était d'accord pour marcher dans cette histoire. On était très d'accord, parce qu'il faut être deux aussi. On entend votre caractère et votre volonté de ne pas mâcher vos mots. Vous avez été mis à pied une première fois dans les années 70 au moment de l'élection présidentielle, en 74. Vous étiez encore à La Réunion. Est-ce que ça a été la première et la dernière fois? Ou est-ce que ça vous est arrivé d'autres depuis? D'être en porte-à-faux par rapport à mon employeur? Ou d'être mise à pied Mise à pied formellement une seule fois, parce que au moment de l'élection présidentielle de 74, Chaban-Delmas était candidat, Giscard, bien évidemment, était candidat, Mitterrand était candidat, Debray vient à La Réunion, et je dis, lors d'un reportage devant des techniciens, je dis... Je ne me souviens plus exactement des paroles, mais j'ai assez bon souvenir du contexte. J'explique qu'il y a beaucoup d'injustices à La Réunion, beaucoup
du travail au noir, pas que les dockers, mais beaucoup d'injustices. Et ces deux techniciens vont cafeter en disant « Oh là là, oh là là, oh là là, c'est une dangereuse gauchiste. » Et moi, je ne suis pas gauchiste. Je ne suis pas gauchiste. Je crois à la République. Et j'étais mise à pied, j'ai dit « Vous me mettez à pied, vous me traitez de gauchiste ?» Debré passait à la Réunion, à Saint-Benoît, un soir. Je suis allée voir le maire de Saint-Benoît, Virapoulet, et je lui ai dit « Je voudrais te dire un mot. » Pas la campagne électorale. Je voudrais profiter pour dire un mot à Debré. Debré était frigorifié parce qu'on avait déjà dû lui expliquer « Voilà la dangereuse gauchiste qui arrive. » Je l'ai remercié d'avoir fait le lycée au Tampon. C'était le 2e lycée. Heureusement que c'était dans ma ville parce que je crois que je dois avoir beaucoup de chance. Parce que sinon, je n'avais aucun moyen d'aller après la classe de 3e. J'aurais fait comment? Je ne connaissais personne. Donc, grâce à Debré, il y a un lycée, donc j'allais le remercier. Et remercier pour les routes et pour ce qu'il avait fait à La Réunion. Et là, il m'a prise dans ses bras, il m'a embrassé, il ne s'attendait pas à ça. Debré qui m'embrasse, ça c'est un scoop, hein, parce que ce n'était pas le genre d'homme. Hein. C'est pas le genre d'homme. Est-ce que vous savez, d'ailleurs, à propos, combien de lycées existent sur ce petit département de La Réunion, de 2510 km², dont la plupart montagneux, il y a 18 lycées. Est-ce que vous croyez qu'une réunionnaise comme moi, je vais oublier ça? Et que lorsqu'on vous dit, qu'on vous traite de raciste alors qu'on est tous de toutes les couleurs, on va se taire? Non. Je suis une fille d'immigrés et j'espère que mon père me reconnaît. Ça, j'espère. Alors, il y a une autre anecdote que vous racontez dans le livre qui est très drôle, enfin drôle. Dans ce que vous avez dit, en tout cas au président Mitterrand, on est en 95, janvier 95, ce sont les derniers vœux du président Mitterrand, et là, vous faites un petit peu remarquer, pendant la cérémonie des vœux, vous pouvez nous rappeler, enfin, où je lis peut-être le passage, les phrases exactes que vous avez dit à Mitterrand, c'était assez drôle. Oui, on est à l'époque où Mitterrand donc, va quitter le pouvoir, on sait, il y a des rumeurs sur son état de santé, vous dites... sachant qu'il vous propose de prendre la parole, hein. Enfin, oui. Vous êtes plusieurs à lever le doigt, il vous dit, vous madame, en plus il vous connaît, et vous dites, monsieur le président, vous le savez, tout le monde spécule sur votre état de santé. Dans la rédaction, les nécrologies sont rédigées, les cassettes retraçant votre carrière politique sont prêtes à la diffusion, vous avez l'air d'être en bonne santé, faut-il ranger toutes ces nécrologies et les cassettes de montage? Alors, et là... On était dans la salle, la grande salle des fêtes à l'Élysée, ouais. Et François Mitterrand avait fait installer des chaises pour tout le monde. Et c'est vrai que l'esprit de Mitterrand, au cours de cette dernière cérémonie des vœux, était un esprit encore éblouissant, mais d'une façon impressionnante. C'est-à-dire la mécanique intellectuelle était parfaitement là, et il était ce jour-là, à cet instant-là, totalement maître de son intelligence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Entre l'esprit et déjà l'état de l'homme qui, visiblement, était bien déclinant, il y avait un tel gouffre qu'il fallait lui poser la question à lui, pas supputer, pas écrire constamment, et puis il entend ce qu'on raconte. Moi, je me suis dit, je lui pose à lui la question, est-ce que ça va mieux, au fond? Cette manière de procéder, je l'avoue, a beaucoup choqué mes collègues. Parce que vous ne l'avez pas demandé juste est-ce que ça va mieux, vous avez quand même été un petit Oui, est-ce qu'il faut ranger les cassettes, toutes ces cassettes? Ouais. Mais écoutez, dans les rédactions, tous les jours, il y avait des plans remis à jour pour savoir si, à telle heure, on va annoncer sa mort, donc émission spéciale, qu'est-ce qu'on met dans la première émission? On appelle même ça le frigo, en plus, dans la profession, je crois, oui, ce qui en dit long. Oui, au marbre même, on dit. Au marbre, ouais. Le marbre, ce qui est déjà très glacial. Et donc, il est là, cette personne qu'on est en train d'enterrer chaque jour, chaque matin, est là. Mais posons-lui la question. Alors, il y a eu un murmure, comme toujours, mais ils ont bien profité de la réponse, parce que la réponse est passée sur toutes les télés et toutes les radios. Et lui, à la fin, il est venu me voir, il m'a prise par le bras, il m'a dit, mais vous savez, vous avez bien fait de me poser la question, etc. Il n'était pas dupe. Et vous avez eu le droit à un entrefilet dans un hebdomadaire quelques jours plus tard. Hein. L'Express m'a assaisonné. Ce confrère m'évite maintenant depuis quelque temps quand il passe, parce que j'ai assisté à d'autres moments plus coupables entre la presse et le pouvoir, et ce moment-là, je ne le renie pas. Les relations entre la presse et le pouvoir, si c'est ça, la pierre d'achoppement, je suis prête à l'assumer. Il y a d'autres modes de vie, de modes de fonctionnement qui me plaisent beaucoup, beaucoup moins. Vous êtes fier de votre profession ou pas de journaliste aujourd'hui? Je suis très
très heureuse d'avoir eu la chance incroyable. Hein. Bon, écoutez, imaginez une fille qui vit d'une famille de 7 enfants vivants, 4 morts. Ma mère a perdu 4 enfants à 35 ans, elle a perdu le 4e. Elle n'est même pas allée au cimetière, pas parce qu'elle n'avait pas de cœur, mais parce que l'énergie qui lui restait, c'était pour les autres petits qui étaient là. Vous partez comme ça. Vous êtes la première bachelière. Tout le monde parie sur vous. Ma mère va voir la maîtresse tous les mois, voir si je n'ai pas raturé encore une fois le cahier, ce qui m'est arrivé une fois. J'étais 11e, j'ai fait croire que j'étais première, parce que 11e, c'était la mort. Je voulais être dans les 2, 3, 5 maximum. Donc, ils m'ont préparé comme un cheval de course. J'arrive à avoir le bac, j'entendais qu'un concours, je réussis au concours, et je suis là avec vous. Mais c'est miraculeux! Mais c'est miraculeux! Et quelle chance! Et vous croyez que je vais être blasé avec ça? Ah non, c'était pas tout à fait ma question. Ma question n'était pas de savoir si vous êtes fier d'être journaliste, est-ce que vous êtes fier de la profession à laquelle vous appartenez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez envie de rendre votre carte? Moi, je ne suis pas un juge. Je ne suis pas un juge. Et c'est pas parce que j'ai peur de vous dire ça. Je ne vais pas donner de leçons aux autres, parce que c'est un métier déjà très compliqué. Donc je vais essayer d'être à la hauteur, d'être honnête. Je me suis certainement trompée. Et je sais à peu près où d'ailleurs, dans quel pays, à quel moment. Je le sais ça. Mais jamais, 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 je n'ai fait exprès ou je n'ai roulé pour un tel, écrit quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne vais pas donner de leçons, mais en même temps, je ne suis pas myope à ce point-là. Et je regarde les carrières se confectionner, et puis les gens, je les connais. Je les ai vus avec les gens de droite. Je les ai vus avec les gens de gauche. Je sais aussi que certains ont été plus que mielleux avec telle famille politique. Ils ont été aussi mielleux avec telle autre famille politique. Sachez une chose, vous qui êtes de la politique, c'est que les médias, il vaut mieux qu'ils soient sévères avec vous lorsque vous êtes fort, parce que c'est probablement la meilleure garantie pour qu'ils vous respectent le jour où vous serez dans l'opposition. Et le jour où on comprendra ça, ça fera avancer le schmilblick. Mais après, c'est humain. Mais dans toutes les professions, il y a des opportunistes. Pourquoi est-ce que vous voulez que chez les journalistes, il y ait des gens, ce ne sont pas des gens en soutane, et même les gens en soutane ont commis, on sait très bien, des choses abominables. Pourquoi voulez-vous qu'ils soient mieux, les journalistes? Mais c'est pas... Vous croyez que c'est une corporation au-dessus des autres, vous? Mais certainement pas. Ah, ça, certainement pas. Ça, je ne l'aurais pas dit. Je vous pose la question aussi parce que hier soir, lorsque vous étiez à l'aéroport de Villacoublay, que vous interviewiez votre confrère de France 3 qui était dans l'avion et qui rentrait du Tchad, on vous a senti assez froide avec elle, assez distante dans votre questionnement, non? Oui, c'est vrai. Je suis employée de France 3 comme elle. Je ne voudrais pas que France 3 me licencie. Encore que ça pourrait se discuter, là, ce cas-là. Je voudrais savoir pourquoi, depuis hier, ce soir, je n'ai pas vu la télé. Pourquoi on a vu les seules images de l'agence CAPA? Je voudrais savoir si France 3 a donné un ordre de mission à la journaliste qui est partie de Marseille. Je voudrais savoir si elle était là-bas en tant que journaliste à l'origine. Je voudrais absolument le savoir. Vous savez pourquoi? Parce que la carte de presse, c'est la seule chose que l'on a en main pour dire, voilà, moi je ne suis pas espion, je ne travaille pas pour le camp d'en face, je ne suis pas venu regarder chez vous pour raconter cela, je travaille, je suis journaliste. Tandis que si on s'habitue à l'idée que les journalistes se cachent derrière la carte de presse pour des missions privées, mais cette carte de presse ne vaudra plus rien. C'est même plus la peine de la donner à ce moment-là. Déjà qu'elle ne vaut plus grand-chose. Déjà que la commission de la carte devrait peut-être faire parfois un peu le tri. C'est pour ça que je pose la question. Lorsque ça nous est arrivé, cette carte de presse, on l'a mis à portée de main dans ce cas-là. Hein.
dans des endroits un peu troublés, on lève la carte de presse en disant voilà, je suis journaliste, on dit en anglais, en français, en allemand, avec les gestes. S'ils sont sûrs que dans le lot, il y a des gens qui se camouflent en journalistes, ben, ça devient trop dangereux. Ça deviendra trop dangereux alors. Si je commets une erreur sur la route, je ne vais pas dire aux policiers qui m'arrêtent je suis journaliste. D'abord, c'est en dessous, premièrement, moi je trouve que ça serait en dessous de ma dignité. Et puis j'aimerais bien à ce moment-là qu'il porte plainte contre quelqu'un qui lui ferait ça. Donc là, pareil, j'aimerais savoir la vérité, parce que la semaine dernière, je n'étais pas à la rédaction, mais hier, quand je suis arrivée, on m'a dit tellement de choses. Aujourd'hui, on m'a téléphoné pour me dire beaucoup d'autres choses. Les confidences qui m'ont été faites ne me laissent pas tranquille. Ça me tracasse. Et si il y a eu une faute, eh bien, il n'y a pas de raison que des Tchadiens qui étaient là-bas, qui étaient des gens innocents, qui ont bossé pour l'association, qui sont en tôle, et que l'avion de la République française fasse un passe-droit. Voilà. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, je le dirai autant de fois qu'il le faudra. Je veux savoir si un ordre de mission a été donné. Si l'ordre de mission a été donné, un ordre de mission, c'est écrit « Ordre de mission, numéro temps, délivrez-le, tel lieu de tournage, avec un tel moyen, il y a même une place, voiture de location, régie pour l'argent qu'on doit apporter, lieu d'arrivée, lieu de départ, tel jour, tel... » C'est un ordre de mission, un authentique ordre de mission, très bien. Très bien, et vraiment ça va me rassurer. S'il n'y a pas eu d'ordre de mission, et s'il y a eu confusion, je ne marche pas. Parce que cette journaliste, en fait, souhaitait adopter, il faut le préciser. Cette journaliste en question. Il semble que oui. Il semble. Il semble que oui. Alors là, vous comprenez ma froideur? Je la comprends bien. Pourtant, c'est sur ma chaîne. Hein. Et le patron de la rédaction était à deux pas devant moi. Hein. 2-3 questions pour terminer. C'est pas pour être héroïque, mais c'est pour être cohérent. C'est pour être cohérent. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Nous, les journalistes, nous passons, et je l'ai dit tout à l'heure à mes collègues, nous passons notre temps à donner des leçons à la terre entière, tout le temps. Tout le temps. On veut être plus brillant que brillant. Et quand il y a quelque chose qui cloche dans nos rangs, de notre enclos, on doit pouvoir le dire aussi. C'est la règle du jeu. Cette envie d'être grand reporter, est-ce qu'elle et de parcourir le monde, est-ce que vous l'expliquez par le fait que vous avez vécu longtemps sur une île aux horizons certes très jolis, je ne veux pas dire du mal de la Réunion, mais finalement limités, mais limité. Certainement, bien sûr. Le souvenir le plus ancien que j'en ai, c'est à une époque, avant que mon père ne coule totalement, il avait, face à l'église du Tampon, il y avait une sorte de garage avec 2 grandes portes rouges. Et il y avait là une sorte d'épicerie, il y avait quelques pauvres babioles qu'il vendait. Et il y avait 2 chaises en paille devant, vertes, vert pâle. Et à cet âge-là, mes parents vivaient encore ensemble. Et mon père m'aimait bien. Et j'étais sur ses genoux et on regardait. On pouvait regarder à l'église, on peut regarder à gauche, mais c'était plutôt sur la droite. Il y avait encore à l'époque des champs de canne à sucre. Et je lui disais, c'est où Bombay? Est-ce que c'est loin? Il me disait, oui, c'est après les champs de canne à sucre. Ça a dû ouvrir peut-être ma curiosité. Et la Réunion est une île quand même très montagneuse. Et là où on est au Tampon, dans le sud de l'île, c'est vraiment les pentes du volcan. Mais de l'autre côté, il y a une vraie barrière montagneuse. Le Piton des Neiges, c'est 3000 mètres quand même. On a le sentiment que, est-ce que le monde existe de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Alors ce côté insulaire, ce côté d'enfermement, ça crée des vocations de voyageurs. Roland Garros, je vous signale, était réunionnais, mes amis. Donc il volait. Voilà. Il jouait pas au tennis. Votre père... Il jouait pas au tennis, non. Il y avait aussi Juliette Dodu, ne l'oublions pas. Elle venait de Pithiviers, je crois, à l'origine. Et
Vous savez pas qui c'est, hein? C'est une célèbre réunionnaise. Elle était téléphoniste pendant la Première Guerre mondiale. Une vraie héroïne. C'est aussi votre patrimoine, hein? C'est pas que le nôtre. Un mot sur votre père, parce que vous venez d'en parler. Vous dites dans le livre qu'il a abandonné sa famille sans rien pour vivre. Les relations avec votre mère étaient plus que conflictuelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez gardé une certaine méfiance à l'égard des hommes en général? Vous êtes marié, vous avez un fils, donc tout se passe bien. Mais est-ce que, mine de rien, quand même, aujourd'hui, vous n'avez pas gardé une certaine méfiance? Oui. Ça se passe très bien là pour l'instant entre nous, mais je vous pose la question à la fin. Je ne vais pas vous manger. Oui. 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 Vraiment. Absolument. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Comment ne pas l'être? Bien sûr. Bon, mais tout ça se corrige. On ne condamne pas la moitié de l'humanité parce que votre papa vous abandonne et qu'il symbolise la violence. Mais ça n'aide pas à faire confiance. Donc après, c'est au cas par cas qu'on juge. Bien, merci. Mais c'est vrai que je suis plutôt portée, et vous avez dit j'ai une famille, j'ai un mari, je suis plutôt portée à être compatissante à l'égard des femmes. Il faut les aider. Lorsque je vois toutes ces petites beurettes le matin dans le métro, bien habillées, bien peignées, etc., avec les cahiers, je me dis, mon Dieu, pourvu que... Je parle des beurettes parce qu'on parlait de cette question tout à l'heure. Je me dis, il faut leur donner leur chance. Mais je voudrais vous rassurer, je ne travaille qu'avec des hommes. Donc je ne suis pas du tout... et mes collègues masculins peuvent vous dire que je ne suis pas du tout une cruella. Et... Non, mais quand vous partez dans la vie avec certains bagages, il faut du temps pour le vider. Pour les alléger, ouais. Pour le vider. Là où je suis très dubitative, c'est totalement politiquement incorrect. Totalement politiquement incorrect. Je vais le dire, parce que qui va bien me faire des leçons. C'est sur les mariages mixtes, les unions mixtes. C'est pas gagné, ça. Déjà, les unions avec des gens qui viennent du même horizon, du même village, c'est pas simple. Mais des personnes qui ont un panorama mental très différent, parfois opposé, alors il faut s'aimer très, 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 très fort, je pense, pour dépasser parfois les barrières. Parce que les barrières sont là. Et vous savez, c'est pas une question de culture au sens habituel, ordinaire du mot. C'est pas une question de classe sociale. Je connais nombre de couples mixtes, mais lorsque je discute avec eux, et il y en a beaucoup chez les journalistes et les diplomates, ils reconnaissent que parfois il y a des étapes compliquées, parce que chacun veut sauvegarder une part de son héritage. Et que dans les mariages, vous vous souvenez de ce célèbre Georges Marchais, l'union est un combat. Ben, l'union, lorsque vous venez de deux points différents, comment ne pas reconnaître que c'est compliqué pour les gosses après? On ne voit pas le monde de la même manière. Bien sûr que je porte là aussi ce terrible fardeau de mes parents, mais je ne suis pas en train de les culpabiliser. Ils ont eu leur vie, j'ai la mienne. Il n'empêche, mon frère, par exemple, il est musulman, il a préféré épouser une musulmane. On en a parlé ensemble, il s'est dit que c'est plus facile. L'autre qui est très catholique, il a épousé une femme comme lui. Peut-être qu'ils s'entendent mieux, peut-être que c'est la recette. Je ne suis pas en train de dire que les mariages mixtes vont faire imploser les racines de ce pays, mais c'est difficile déjà de vivre à deux. Alors, en plus, avec des univers, vraiment, ça se passe dans la tête, surtout, différents, c'est pas gagné. Bien, parce que j'entends trop souvent ce blabla de la richesse, l'enrichissement, voilà, ça fait plus riche d'être à deux. Mais au quotidien, c'est pas simple. Du tout. Donc qu'on arrête de me bassiner avec ce flot de sornettes du genre plus on vient d'horizons compliqués, plus ça va être simple à vivre ensemble. C'est pareil au niveau d'un pays. Est-ce qu'il y a des questions pour Memona Interman? Elle ne mord pas, je vous rassure, donc vous pouvez poser des questions. Loin de là. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous. De toute façon, je ne serais pas venue sinon.
Oui, alors on va vous apporter un micro, madame, si vous voulez bien. Attendez, parce que pour que tout le monde vous entende bien, s'il vous plaît. Le micro est juste là. Merci. Bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, quelque chose m'étonne dans votre façon de nous expliquer votre vie, votre jeunesse et votre parcours. Parce que vous vous dites très française, ça, on n'en doute pas. Vous êtes une fille de la République, pour le moins. Mais, continuellement, vous nous dites « chez nous » et « chez vous ». L'ambiguïté. Je sais, madame. Tout votre discours oui, est ponctué de « chez nous » et « chez vous ». Vous savez, quand je suis partie de là-bas, j'avais 24 ans. Et il y a une très jolie phrase de Goethe, grand Goethe, qui a dit « La patrie est là où l'âme se forme ». Ma patrie n'est pas la Réunion, mais mon pays est certainement la Réunion. Et lorsque j'arrive dans une ville, Le Mans par exemple, très belle ville, la vieille ville surtout, Rennes, Bordeaux, Lille, comment voulez-vous, honnêtement, que je dise « je suis chez moi ». Je suis chez moi dans l'appropriation de l'héritage, parce que le drapeau et la République, c'est pour ça que je tiens tellement à ça. Mais au sens habituel, lorsque je suis au téléphone avec ma mère, avec laquelle je ne parle que créole, parce qu'elle comprendrait le français, mais si je me mettais à parler en français, elle dirait « Ah, elle est déjà de l'autre côté ». Entre nous, on dit « chez nous, maman, maman, chez nous ». Chez nous, maman. Ici, c'est la patrie, madame. Heimat, comme disaient les Allemands, c'est la Réunion. Ici, c'est autre chose. Et je suis très respectueuse de ce pays, sachez-le. Mais vous avez des habitudes, vous avez une histoire. Si vous voulez, je me sens pas capable de dire que c'est à moi. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que c'est compliqué. Je n'arrive pas à trouver les mots exacts pour vous montrer, essayer de vous indiquer la nuance. Et pourtant, il y a une nuance. Il y a une nuance pour moi. Mes enfants, non. Mes enfants, non. Mes enfants sont nés à Paris et à Évian, en Haute-Savoie. Et la Réunion, pour eux, c'est le pays de la grand-mère, comme ils disent. C'est le pays de la grand-mère. Mais pas une seconde, Julien et Elodie ne diraient vous et nous. Pour eux, la greffe est prise. La France est leur pays. Je serais... On me l'a repris souvent. On me l'a souvent fait remarquer. C'est vrai. Et pourtant, je suis vraiment française. Mais il y a une idée de la France. Cette idée de la France-là est plus importante encore que de dire je suis dans le supermarché, je me balade avec une casquette, je suis en train de faire un portrait robot très, très, très politiquement incorrect. Il y a la notion géographique et la notion émotionnelle, et le reste, la culture, la politique. Mais il n'y a pas de contradiction. Et il n'y a pas la volonté de se démarquer. Mais il y a une réalité. Et c'est la réalité de l'immigration. C'est la réalité de l'immigration, ça. Mais je ne suis pas un expert. Hein. Je parle pour moi toute seule. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons. Ça se passe comme ça pour moi. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais en tout cas, je suis à l'aise comme ça. D'autres questions ? Je précise une autre chose, pour que vous compreniez bien. Dans le sud-ouest, dans les Landes, pardon, vous voyez quelque chose de pratique. On a une toute petite maison, elle est vraiment petite, mais on a 2 vélos et un tout petit bout de jardin. Et quand il y a des histoires dans la commune, mon mari est allemand, donc c'est encore pire, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Mais on se dit à deux, on va les laisser ensemble, on ne va pas se mêler. Parce que les Landais, ils n'aimeraient pas qu'il y ait 2 zozos comme nous qui viennent se mêler de leurs histoires. Hein. Ça, on le sait aussi. Oui. Une question, je vous en prie.
Si vous voulez bien comme vous ça, lever. on est tranquille, ils nous aiment beaucoup, on va boire des coups avec eux, manger avec eux, ça se passe bien. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour poser votre question, qu'on puisse bien vous voir, s'il vous plaît? Oui, alors moi, c'est... Ouais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que moi, je suis né en Espagne, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, et donc c'est l'école de la République qui m'a formé, et je pense qu'on est du pays qui vous a donné sa culture. Et moi, je me sens pas du tout espagnol, vous voyez, alors que je suis né en Espagne, et que mes parents sont espagnols, bien sûr. Alors, il n'y a pas, je ne sais pas, moi, pour moi, quand vous disiez justement vous, ça m'ennuyait d'entendre ça, parce que je n'ai pas bien ressenti cette histoire. Vous voulez que je vous réponde du tac au tac? C'est facile. Vous avez dit espagnol, français. Je n'ai pas dit que j'étais indienne, monsieur. Vous êtes arrivé à 7 ans. Moi, je dis que je suis de l'île de la Réunion, qui est un département français. Je suis de l'île de la Réunion, qui est un département français de 1946, mais qui était française. C'est une terre française bien avant la Savoie, bien avant le comté de Nice. Et bien justement pour ça, je ne comprends pas pourquoi vous dites vous. Parce que moi, c'est comme ça et que je n'ai pas de leçon à vous donner. Et pour moi, je me sens à l'aise. Vous, vous faites ce que vous voulez et moi, je fais ce que je veux. Merci. Eh bien, je pense qu'il n'y aura plus d'autres questions. Je pense que personne ne va se risquer maintenant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez téméraire pour donc poser une question maintenant? Oui, tout au fond de la salle. Vous avez raison, on ne vous voit pas en plus de là-bas, vous êtes hors d'atteinte. N'hésitez pas. Je vous aurai à la sortie. Je vous en prie, monsieur. Tout d'abord, je tenais très sincèrement à vous remercier de vos propos si profondément humanistes et humains. Ça marche, monsieur, on vous entend. Mais j'aurais aimé que vous nous fassiez peut-être profiter de votre expérience de la fréquentation que vous avez dans les pays du Moyen-Orient. Vous avez en effet dit que dans le Moyen-Orient, pour qu'il y ait la paix, il fallait qu'il y ait la paix partout. Alors, vous qui les fréquentez tellement, quel espoir votre expérience de fréquentation de ce pays-là vous donne-t-elle? Assez peu, je crois. Alors, si des gens dont la profession est de chercher les moyens diplomatiques, pour l'instant, semblent très dubitatifs, s'ils en sont à se demander, lorsqu'on les voit un peu hors caméra, hors champ public, lorsqu'ils semblent extrêmement réticents, ne comptez pas sur un voyageur observateur de passage comme moi pour vous dire ils vont pouvoir conclure la paix et ils vont pouvoir se partager un peu l'avenir en commun. À chaque fois que je vais là-bas, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. À chaque fois que je passe le mur, c'est compliqué de passer ce mur d'ailleurs. Et précisément là, la carte de presse aide. Faire la parenthèse. À chaque fois que je vais chez les uns et chez les autres, je me dis, mais mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver les moyens de se mettre d'accord et de vivre côte à côte? Puisque des deux côtés, vous trouvez des civils qui vous disent, on veut vivre simplement. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous allez voir, en revanche, du côté de Gaza, vous allez voir les gens du Hamas, ils vont vous dire, nous, on ne veut pas que les Israéliens aient un État, on veut qu'ils dégagent. Vous allez voir les Israéliens, ils nous disent ça, on ne veut pas leur parler. Voilà la réalité aujourd'hui. Alors, aux dernières nouvelles, mais c'est parce qu'on est en année électorale aux États-Unis, il ne faut jamais oublier ce contexte-là. Dès qu'on est en année électorale aux États-Unis, on a l'impression que ça bouge un tout petit peu. Finalement, c'est un peu en trompe-l'œil, hélas, la plupart du temps. On nous dit maintenant qu'il se peut qu'il y ait une conférence diplomatique. Elle était prévue à l'origine pour être mi-novembre. Pour l'instant, elle semble se réduire. Donc, des deux côtés, il y a des gens qui veulent la paix, et des deux côtés, on trouve aussi des gens qui veulent exclure l'autre. Ça date de longtemps déjà. Est-ce qu'il y a un espoir de paix? Quand on discute avec les gens, des deux côtés, ils disent oui. Eux disent oui. Des gens qui réfléchissent, des gens qui sont dans la vie du quotidien, parfois des gens qui ont perdu des membres de leur famille, soit dans des opérations militaires, soit dans des attentats suicides.
et qui s'accrochent encore à la paix et qui disent qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous sommes frères, nous sommes tous des sémites. Nous partageons un même sol, deux États. Moi, je préfère les écouter, les gens. C'est eux qui savent. Eux savent. Eux décideront. Une autre question encore? Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Merci bien pour vos propos très sincères. Durant les dernières élections présidentielles, Marie Drucker a été forcée de rendre sa présentation du France 3 parce qu'elle est toujours, je pense, avec François Baroin. Est-ce que ça veut dire que dans la presse, il y a une certaine sanction? Ou bien est-ce que une certaine sanction? La sanction. Ou bien est-ce que la liberté est menacée? Alors honnêtement, c'est une décision qu'elle a prise seule. Hein, la liberté n'est pas menacée, à mon sens, par le fait qu'un homme, une femme puissent s'aimer. Et c'est pas parce que l'un est journaliste, l'une est journaliste et l'autre est dans la politique que c'est un péché mortel. Qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là se voient, se regardent, ils font partie du même monde, et ça arrive que ça fasse tilt. Ce sont des histoires humaines. Hein. Bon. Maintenant, Marie, elle a pris son... C'est une fille très bien, Marie Drucker. Très, très bien. Une très chouette fille. C'est pas du tout une journaliste qui se la joue, comme on dit, entre guillemets. C'est une personne bien. Oui, elle est vraiment... C'est une bonne collègue, très raisonnable, et qui fait pas la vedette. Et elle a très vite compris que si elle restait à ce poste-là, elle allait être la cible de suspicion. Je l'ai vue ce soir-là. Je vous dirai pas où, mais on s'est rencontrés toutes les deux, en se regardant dans la glace. Et donc, on s'est parlé. Et elle a trouvé que ça serait plus commode pour elle de se mettre un peu à l'écart pendant quelque temps. Elle se réjouissait à l'avance de faire la campagne électorale parce qu'elle devait animer des émissions. Peut-être qu'elle a eu raison vu le contexte. Vous savez, il y a un coefficient de confiance à l'égard de la presse qui n'est pas très élevé dans ce pays. C'est drôle parce que les gens individuellement peuvent nous dire « je vous aime bien, je regarde » et avoir beaucoup d'affection, etc. Mais globalement, ils ont l'air d'être plutôt sur le frein. Surtout pour la télé. Surtout pour la télé. Et ils continuent à regarder la télé comme des dingues. Bon. Voilà. Mais il faut lire un peu aussi de temps en temps, mes amis, pas que la télé. Et Marie a fait ce choix. Je pense que c'était un choix honnête, raisonnable. Moi, je ne l'aurais pas vu avec de la suspicion dans sa façon de travailler, parce que je crois que lorsqu'on est dans cette situation-là, au contraire, me semble-t-il, on doit avoir encore plus envie de montrer qu'on est indépendant, qu'on ne roule pas pour l'un plutôt que pour l'autre. Mais c'est le système qui est comme ça. Je ne sais pas ce que les Français en ont pensé dans leur fort intérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, les gens. Je ne sais pas. Et en même temps, oui, je ne veux pas non plus jeter la pierre à un tel ou un tel. Regardez, Christine Ockrent. Elle était journaliste et elle était connue. C'était une vedette, hein, vous vous souvenez, hein, bien longtemps avant Kouchner. Elle continue à animer une émission politique, d'ailleurs. Et elle continue à faire son émission politique. Supposer qu'elle soit de parti pris parce que son mari occupe le poste que vous savez, vraiment, je la connais un peu. Je la connais assez bien, d'ailleurs. Je ne suis pas une copine, mais on se connaît assez bien, on s'estime assez bien. Je crois qu'elle aurait assez de distance. Parce qu'elle a une bonne image, peut-être, auprès du public. Elle a fait ses preuves depuis longtemps. Ça fait oui, longtemps qu'elle est dans la place. Elle a commencé comme reporter. Donc elle a montré qu'elle n'avait pas peur d'aller sur le terrain. Marie Drucker, c'est différent. Elle débutait donc, à la présentation. Donc, effectivement, elle s'est dit qu'elle pourrait être plus exposée.
Ouais. Je ne sais pas ce que je ferais de cette situation. En tout cas, ce n'était pas une sanction, pour reprendre le terme de monsieur. Non, c'était pas une sanction de la direction, c'est elle qui a pris sa décision. Non, non, c'était pas une sanction, monsieur. Non, c'est pas une sanction. C'est elle qui a devancé les choses, puisque vous vous souvenez comment ça s'est passé. Il y a eu un magazine qui a disparu depuis, d'ailleurs, oui. Et qui devait publier des photos d'elle, main dans la main, avec son fiancé. Dernière question, c'est vrai que votre fille, quand elle a lu votre livre, elle a dit que vous auriez dû l'intituler Tête dure. Oui. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, maman, tu aurais dû appeler ton livre Tête dure. Oui. C'est pas mal. Oui. Ça aurait été un beau résumé de ce qu'on a vu, en tout cas, et entendu ce soir. Mais en même temps, vous avez Mon grand-père était breton. Il paraît que les Bretons ont la peau, le cuir plutôt dur. Chacun a son tempérament. Chacun a son histoire. Il faut... En tout cas, il y a une chose, moi je crois beaucoup en l'honnêteté. Vraiment, je crois en l'honnêteteté. Je ne dis pas qu'on est bien entendu pas infaillible, etc., qu'on ne se trompe pas, mais au moins ne pas être lâche. Je ne suis pas quelqu'un de lâche. Vraiment, j'ai d'autres défauts, mais je ne suis pas une personne lâche. Et je reviens au point de départ, hein, c'est que si j'ai décidé d'écrire ce livre, ce n'était pas pour devenir riche, parce qu'un livre, c'est toute une mécanique, et c'est pas en gagnant 1,20 € par livre que... Encore que maintenant, ça commence à faire un joli pactole. C'est pas mal. Mais à l'origine, c'était pas pour ça. C'était pour dire des choses. Et le dire et l'écrire, non pas seulement le dire avec des amis, etc. Parce que les gens auraient pu se dire, mais peut-être qu'elle nous dit ça et que derrière, elle dit différemment. Donc je voulais le dire à la face du monde. Et j'ai bien fait de le faire. J'ai bien fait de le faire parce que ça m'a permis... D'abord, ça m'a fait du bien de me replonger dans toute cette histoire familiale, d'être clair avec moi-même, d'être clair par rapport à vous. Oui, monsieur, par rapport aux gens d'ici, qui m'ont accueilli en 1976. Quand ils m'ont accueilli dans les cours de ferme, dans la Beauce, le Cher, oui, souvent ils se demandaient, tiens, elle a un accent. Moi, j'ai pas vu ça comme du raciste, au contraire, ils étaient bien reçus. Donc, merci. Et je reste accrochée à cette idée que ceux qui ont un parcours d'immigrés récents comme ma famille, vu le contexte de la France, vu qu'on s'en est sorti correctement, bon, je suis celle qui a émergé de la famille, mais ma famille est très, 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 très heureuse, évidemment. Et puis, quand la mairie du Tampon m'a décerné la médaille de citoyenne d'honneur au mois de mars, ma mère était très fière, mes frères pleuraient. Donc, c'est aussi un petit signal à d'autres en disant, c'est possible, allez-y, allez-y. La question qu'on me pose souvent, rituellement, c'est, oui, mais l'école aujourd'hui ne peut plus faire le boulot qu'elle a fait. Eh ben, il faut lui redonner les moyens de faire le boulot. Le CAC 40, c'est très important. L'école, c'est encore plus important. Encore plus important.